Nous sommes en train d'assister à une des plus grandes révolutions financières qu'on ait vues depuis des décennies. C'est une opportunité unique qui n'arrive qu'une fois par génération pour se créer une vraie richesse. Pense à ceux qui ont investi dans le SP500 dans les années 80. Quelques milliers d'euros investis à l'époque valent des millions aujourd'hui. Avec la crypto, le potentiel est encore plus énorme. En 10 ans, le Bitcoin a été multiplié par plus de 400. Littéralement, de date à date, le Bitcoin valait 250 $ en 2015, il en vaut plus de 100 000 aujourd'hui. Salut, moi c'est Jay, j'investis dans la crypto-monnaie depuis plus de 8 ans maintenant, et je me suis fait le pari fou de vivre du trading depuis maintenant 1 an. Ce que j'ai appris, c'est que comprendre les bases de l'investissement en crypto, c'est bien plus simple qu'on ne le croit, à condition de connaître les fondamentaux. Et la vérité, c'est que ça passera au-dessus de la tête de 99% des gens. Ou alors, ils vont simplement s'y mettre trop tard, quand l'opportunité sera déjà passée. Et même si tu leur expliques bien, que tu donnes de ton temps pour qu'ils comprennent, par méfiance, ils vont préférer rester sur le carreau. Toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie des 1% qui prennent les devants. Dans les 10 à 20 prochaines années, beaucoup de ceux qui auront investi intelligemment pourront avoir la chance de devenir riches grâce à la crypto-monnaie. Cette vidéo, c'est une masterclass simplifiée sur l'investissement en crypto-monnaie où je vais condenser en moins d'1 heure tout ce que j'ai appris en plus de 8 ans. Voici les sujets qu'on va couvrir. Base de la crypto et pourquoi c'est une opportunité d'investissement incroyable, les règles d'or de l'investissement crypto, les outils que j'utilise pour acheter, vendre, organiser mon argent et interagir avec les marchés, et enfin les différentes façons de gagner de l'argent en crypto, et ce que je fais au quotidien avec mon trading et mes investissements. À la fin, tu auras une base solide pour investir comme les 1% qui réussissent, et avec un peu de chance, pourquoi pas, rejoindre le club des millionnaires. Si tu as des amis qui veulent se lancer dans la crypto, partage cette vidéo avec eux. Si elle t'apporte de la valeur, mets un pouce bleu. Mon but, c'est de prêcher autant que possible la bonne parole, car les cryptos me passionnent depuis de nombreuses années maintenant. C'est comme si j'avais trouvé un arbre habillé au milieu de la place publique, mais que j'étais le seul capable de le voir. Ce sera un crime de ne pas partager ces informations autant que possible. Mais alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'en fin de vidéo, je te donne une astuce complètement abusée pour bien timer ses entrées et ses sorties sur le marché crypto. Alors, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Quand on parle de crypto-monnaie, le mot vient de cryptographie, méthode pour sécuriser les données dans des registres de transactions. En gros, c'est une façon de transmettre des informations de manière fluide, sécurisée et sans intermédiaire entre deux parties. Chaque crypto a ses propres usages, mais l'idée générale, c'est de créer un point de départ, une transaction ou une information qui est validée par un réseau décentralisé et qui utilise donc ce qu'on appelle la blockchain. Et la blockchain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut commencer au commencement. Quelqu'un demande une transaction. Cette transaction demandée est envoyée dans un réseau de peer-to-peer qu'on appelle des nodes. Le réseau de nodes valide la transaction grâce à un algorithme d'encryptage. Une fois vérifiée, la transaction est compilée avec d'autres transactions pour créer un bloc de données. Le nouveau bloc est ensuite ajouté à la blockchain existante, et ce de manière permanente et inaltérable. Et enfin, la transaction est terminée. Elle arrive au destinataire. Si vous avez déjà entendu parler de minage dans le monde des crypto-monnaies, eh ben c'est l'étape qui se passe ici. Le minage, c'est de fournir de la puissance de calcul pour permettre justement d'encrypter ces données. Permettre de les encrypter, mais également de les sécuriser et de les rendre immuables. Alors comme je te le disais, dans la crypto-monnaie, il y a plusieurs utilisations, et notamment différentes narratives. C'est un mot dont tu as déjà dû entendre parler dans le monde de la crypto-monnaie. Première narrative, le Bitcoin, la reine mère de toutes les crypto-monnaies, c'est la pionnière, la plus ancienne et la plus robuste de toutes les cryptos. Créée en 2009 par Satoshi Nakamoto, elle reste la référence incontournable, un peu comme l'or numérique. Sa solidité vient de sa décentralisation et de son offre limitée à 21 millions d'unités, ce qui en fait une réserve de valeur exceptionnelle. Contrairement aux monnaies traditionnelles comme le dollar, qui perdent de la valeur à cause de l'inflation, le Bitcoin protège contre la dévaluation, un refuge pour les investisseurs qui veulent préserver leur patrimoine. Il est aussi utilisé comme moyen de paiement dans certains endroits, mais son vrai rôle, c'est d'être une valeur refuge. Étant donné sa capitalisation boursière massive, quasiment 2 trillions de dollars aujourd'hui, les gains espérés sont moins spectaculaires que ceux des cryptos plus petites, mais ils sont plus stables et plus pérennes. Par exemple, si vous aviez investi 1000 € en Bitcoin en 2015, vous auriez aujourd'hui plus de 100 000 €, malgré les fluctuations. Pour un débutant, c'est une base solide pour construire un portefeuille. Ensuite, on a les smart chains, comme Ethereum et Solana. Les smart chains ou les chaînes intelligentes, ce sont des blockchains qui permettent de créer des applications décentralisées, des dApps. Elles sont un peu comme l'App Store ou le Play Store du monde crypto, mais sans intermédiaire centralisé. Ethereum est le pionnier dans ce domaine. Il héberge des milliers d'applications allant de jeux, comme les NFT, à des plateformes de finances décentralisées pour emprunter, prêter ou échanger des cryptos sans passer par une banque. Solana, de son côté, se distingue par sa rapidité et ses faibles coûts de transaction, ce qui en fait une alternative populaire. Ces blockchains sont au cœur de l'innovation. Par exemple, sur Ethereum, vous pouvez utiliser une dApp comme Uniswap pour échanger des cryptos directement ou investir dans un projet de prêt qui vous rapporte des intérêts. Leur potentiel est immense car elles attirent des développeurs et des utilisateurs du monde entier. Si vous investissez dans une smart chain, vous pariez sur l'avenir des applications décentralisées, un secteur qui pourrait révolutionner la tech. Ensuite, vous avez les RWA, les Real World Assets.
Ce sont des actifs réels sur la blockchain, tokenisés. Les RWA sont une narrative qui gagne du terrain. L'idée est simple, transformer des actifs concrets comme de l'immobilier, des obligations ou même des œuvres d'art en tokens numériques sur une blockchain. Cela permet à n'importe qui d'investir dans ces actifs sans avoir à les acheter entièrement. Par exemple, le projet Ondo tokenise des obligations financières. Au lieu d'acheter une obligation entière, souvent réservée aux gros investisseurs, vous pouvez acheter un token Ondo pour quelques euros et toucher une part des intérêts. Imaginez aussi une maison à Paris tokenisée en 1000 parts. Pour 1000 euros, vous devenez copropriétaire d'une fraction de cet immeuble avec des revenus locatifs proportionnels. Les RWA rendent des investissements traditionnels plus accessibles et liquides tout en profitant de la transparence de la blockchain. C'est une narrative qui plaît aux investisseurs cherchant des actifs tangibles dans un marché crypto souvent abstrait. Ensuite, il y a la narrative de l'IA, l'intelligence artificielle. La convergence entre blockchain et intelligence artificielle est une narrative en pleine explosion. Ces projets utilisent la blockchain pour créer des solutions décentralisées comme des réseaux de calcul partagés ou des marchés de données. Par exemple, Fetch.ai, FET, permet à des machines, comme des voitures autonomes, de partager des données et de prendre des décisions via l'IA, le tout de manière décentralisée. Bitensor, avec son token Tao, crée un réseau où les utilisateurs partagent de la puissance de calcul pour entraîner des modèles IA. Et NIR Protocol intègre l'IA pour optimiser des smart contracts. Ces projets répondent à un besoin réel. Avec l'essor de l'IA, la demande pour des infrastructures décentralisées et sécurisées explose. Investir dans cette narrative, c'est parier sur une technologie d'avenir. Mais attention, ces projets peuvent être complexes à comprendre pour un débutant. Prenez le temps de bien lire leurs livres blancs, leurs white papers, avant de vous lancer. Alors sur la blockchain, il y a également le gaming. Le gaming sur blockchain est une narrative qui attire les joueurs et les investisseurs. Ces cryptos sont liés à des jeux vidéo où vous pouvez posséder des objets numériques, comme des skins ou des armes, sous forme de NFT, ou gagner des tokens en jouant. Par exemple, Axie Infinity a popularisé le concept de Play to Earn. Les joueurs élèvent des créatures, les Axis, et gagnent des tokens en participant à des combats, un peu comme un Pokémon décentralisé. Immutable X, avec son token IMX de son côté, est une plateforme qui permet de créer des jeux avec des NFT échangeables sans frais de transaction élevés. Imaginez jouer à un jeu où vous gagnez une épée rare, que vous pouvez revendre 50 € en token IMX, c'est une révolution pour les gamers. Cette narrative est séduisante car elle combine divertissement et potentiel de gain, mais elle peut être aussi risquée. Beaucoup de jeux ne survivent pas à long terme. Choisissez des projets avec une communauté active et un modèle économique solide. Et enfin, vous avez la narrative des meme coins. Ce sont des cryptos qui ne reposent sur rien, ou presque. Elles naissent souvent d'un mème ou d'une blague et sont portées par l'engouement communautaire. Dogecoin, Doge, Shiba Inu, le SHIB, Dogwifat, le WIF, ou encore Peanut en sont des exemples. Leur valeur dépend entièrement du buzz. Un simple tweet d'Elon Musk peut faire exploser le prix du Dogecoin, comme en 2021, où il est passé de 1 centime de dollar à 70 centimes de dollar en quelques mois. Mais l'inverse est aussi vrai. Un changement d'humeur peut faire s'effondrer un meme coin du jour au lendemain, voire même en quelques secondes. Ces cryptos sont ultra spéculatives et risquées. Elles n'ont souvent aucune utilité réelle ou aucune technologie sous-jacente. Investir dans les meme coins, c'est un peu comme jouer à la loterie. Vous pouvez faire un gros coup si vous entrez au bon moment, mais vous pouvez aussi tout perdre. Mon conseil, si vous voulez tenter l'aventure, n'y mettez qu'une toute petite partie de votre budget et soyez prêt à perdre cet argent. Mais alors concrètement, où est-ce qu'on utilise vraiment la blockchain dans la vie de tous les jours ? Vous le savez peut-être pas, mais elle est déjà énormément utilisée. Elle est utilisée notamment en finance, dans la cybersécurité, dans le stockage cloud, pour les réclamations d'assurance et leur traitement, en tant que propriétaire intellectuel, quand par exemple vous êtes, architecte et que vous voulez transmettre un plan à un client, des blueprints. Aujourd'hui, vous pouvez lui envoyer un PDF, mettre un mot de passe, etc. Mais avec la blockchain, vous pouvez lui envoyer donc directement sous forme de NFT et la transaction est enregistrée. Elle est immuable. Il ne pourra jamais contester le fait que vous lui ayez effectivement envoyé ce document. Donc dans le cas de brevet, par exemple, c'est hyper intéressant. À partir du moment où il est enregistré sur la blockchain, c'est consultable par tout le monde et qu'en plus c'est daté, vous en détenez la propriété et vous pouvez très facilement démontrer que vous en êtes le propriétaire et donc demander vos droits vis-à-vis de son utilisation. C'est utilisé également pour la sécurité alimentaire, notamment pour le traçage, vous savez, de la viande bovine ou de n'importe quelle chaîne alimentaire. Chaque pièce de chaque animal est référencée sur la blockchain et on sait exactement sa provenance et les différentes étapes par lesquelles elle est passée pour arriver jusqu'à votre assiette. C'est pas tout. C'est effectivement utilisé aux États-Unis par les notaires. Dans l'immobilier, on l'a vu tout à l'heure, faire des contrats intelligents, les smart contracts. La gestion des identités, pour faire les passeports, pour voter. En Chine, c'est utilisé aussi pour en faire un système de réputation, de notation des individus. Bon, ça fait un petit peu Black Mirror dit comme ça. Mais par exemple, pour la musique, je vous parlais tout à l'heure de brevet, si vous écrivez un sample et que vous l'envoyez chez un producteur, il pourra jamais vous le voler et ne pas vous rémunérer derrière. Mais c'est pas tout. Si vous êtes artiste aujourd'hui, avec toutes les chaînes de streaming, vous ne pouvez plus créer de rareté comme à l'époque. Quand les disques sortaient qu'en 500 ou 1000 exemplaires, il y avait des disques collector avec une pochette particulière, avec un cachet particulier. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Sauf que, avec la blockchain, avec les NFT, on peut créer cette rareté. Vous pouvez par exemple sortir un album qui a 1000 exemplaires. Ces 1000 exemplaires sortiront sous forme de NFT, et il n'y aura que 1000 propriétaires de ces NFT.
Alors peut-être que ces albums effectivement vont se retrouver finalement sur Spotify ou ailleurs, mais la détention immatérielle de cet album collector sera réservée à 1000 personnes seulement et elles pourront le démontrer et donc le valoriser. Pareil, vous voyez, en plein centre, on a la propriété intelligente et les cas d'usage public valorisés, comme les voitures, les téléphones, le matériel et les prêts monétaires. Dedans, on peut inclure les produits de luxe. Par exemple, quand vous achetez une Rolex aujourd'hui, on vous donne également un NFT qui est associé à cette montre. Ce qui fait que si vous perdez la facture d'achat, c'est plus grave. Parce que la montre, vous avez le NFT qui lui correspond. Ce NFT, il est inscrit dans la blockchain, il vous appartient, il est à votre nom jusqu'à ce que vous le vendiez. Quand vous vendrez votre montre, vous serez également obligé de transmettre le NFT pour prouver que vous déteniez bien le NFT correspondant à la montre et donc que vous lui cédez également les droits sur cette montre. Plus de problème de contrefaçon, si vous achetez votre Rolex, et je vous le souhaite, vous serez également détenteur du NFT correspondant. Et je vous parle de Rolex, mais il y a déjà Lacoste qui est en train d'utiliser ça, Nike, plein de marques qui se sont mis au NFT pour justement prouver l'authenticité de leurs produits. Les utilisations de la blockchain n'en sont qu'à leur début et ont un potentiel extraordinaire, infini. Alors maintenant, pourquoi la crypto est une opportunité aussi énorme? Regardons deux aspects, la réserve de valeur et le potentiel de la DeFi. Pour la réserve de valeur, on va d'abord comparer le Bitcoin au dollar. Beaucoup critiquent le Bitcoin à cause de ses fortes variations de prix, le traitant souvent d'arnaque ou de Ponzi. Et ces variations viennent de la psychologie humaine. Quand ça monte, tout le monde s'excite, les médias en parlent, on entend parler à toutes les sauces à la télé, et quand ça redescend, les gens paniquent et crient à l'escroquerie. Prenons un peu de perspective. En 5 ans, l'euro a perdu environ 15% de son pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Et ça s'aggrave avec les politiques monétaires de la Banque Centrale Européenne, qui maintient des taux directeurs bas et inonde le marché de liquidités. La dette française, elle, explose. On dépasse les 3000 milliards d'euros et les intérêts annuels de cette dette grignotent une part énorme du budget de la France. Bien plus que ce qu'on pense pour l'éducation ou la santé. Sur 10 ans, l'euro a perdu près de 20% de sa valeur. Depuis sa création, il ne fait que se déprécier à l'inflation. Compare ça à Bitcoin. Tu vois, regarde, à gauche, je te montre l'évolution de la dépense et du pouvoir d'achat des ménages. Il n'a fait que chuter depuis les années 60. Il y a même des moments où il s'est retrouvé négatif. Et compare ça à Bitcoin. En 7 ans, il a grimpé de 11 000%. C'est comme si c'était un aspirateur qui compense l'inflation et la dévaluation des monnaies traditionnelles. Bitcoin répond à un besoin fondamental, une monnaie décentralisée, sans contrôle d'un gouvernement ou de la BCE ou d'une banque centrale, que tu peux échanger directement entre particuliers sans dépendre d'un système centralisé. On va rapidement comparer les monnaies. Sous-entendu que, effectivement, le Bitcoin et l'or sont des monnaies. Tout ce qui est fiat, ce sont les monnaies classiques, l'euro, le dollar, etc. Et on va regarder les différentes caractéristiques. Tout d'abord, la vérifiabilité. Le Bitcoin, comme vous l'avez vu, tout est enregistré sur la blockchain. La blockchain est entièrement consultable. Elle est, comme on dit, open source. On peut vérifier toutes les transactions. L'or, c'est moyen. Vous avez vu, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, Elon Musk a demandé à contrôler Fort Knox, qui est donc la réserve d'or des États-Unis. La plus grosse réserve d'or même. Puisque ça fait plus de 70 ans qu'elle n'a pas été auditée, et qu'aujourd'hui on n'est même pas sûr qu'il y a effectivement de l'or dans les coffres. Pour les monnaies fiat, c'est pareil, même si c'est un poil plus transparent. Mais les banques au final, elles peuvent nous dire ce qu'elles veulent. La BCE, elle imprime de l'argent, elle fait aussi un petit peu ce qu'elle veut. Le kidam des mortels n'a pas accès à ses comptes, ni pour l'or, ni pour les monnaies classiques. En ce qui concerne maintenant la divisibilité, Bitcoin peut être divisé à l'infini, jusqu'à 8 décimales. L'or est très difficile à diviser. La monnaie fiat, bon, on peut aller jusqu'au centime, effectivement. On va dire que c'est moyen. Concernant la portabilité, avec Bitcoin, je peux envoyer des millions d'euros pour des frais ridicules en 15 minutes, n'importe où dans le monde. L'or, c'est lourd, c'est compliqué. Va essayer de prendre l'avion avec 1 million d'euros en or dans ta valise, qu'on rigole. Alors si t'arrives à passer, ça sera déjà exceptionnel, mais alors en plus, il va falloir voyager avec ton garde du corps. Et alors, l'argument de leur rareté. Le Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions. 21 millions de Bitcoin au monde, au maximum. C'est écrit dans le code, il ne peut pas y en avoir plus. Sur les 21 millions, il y en a déjà 19 millions qui ont été minés, donc il reste encore 2 millions à miner. Et sur les 19 millions qui sont déjà en circulation, 5 millions sont déjà réputés perdus. Des gens qui ont perdu leurs clés, qui n'ont plus accès à leurs comptes, qui sont morts avec leur Bitcoin, que personne n'a récupéré. Donc plus le temps passe, plus il devient rare. L'or, quant à lui, est juste limité par ce que les ressources de la planète nous permettent. Et pour l'instant, il y en a encore plein. Et alors les monnaies fiat, vu que c'est imprimé constamment tous les jours, sa rareté, elle est plutôt faible, voire même inexistante. Ensuite, on arrive effectivement sur une petite faille du Bitcoin, c'est que, en termes d'historique, il n'est pas très long. Le Bitcoin a été inventé en 2009, vraiment utilisé à partir des années 2010-2011. Donc l'historique, finalement, il n'est pas plus vieux que de 15 ans. A l'inverse, l'or, c'est une des monnaies les plus vieilles et qui a fait ses preuves dans le temps. Les monnaies fiat, quant à elles, sont certes plus vieilles que le Bitcoin, mais finalement assez jeunes quand même. Ensuite, la caractéristique de la résistance à la censure. Le Bitcoin ne peut pas être censuré. Aucun gouvernement, aucun État, aucun organisme de contrôle peut empêcher une transaction. Si vous avez envie d'envoyer du Bitcoin, vous envoyez votre Bitcoin d'une adresse à une autre. C'est aussi simple que ça. L'or, on va dire que c'est moyen, puisque si vous le détenez de manière physique, vous pouvez le transmettre relativement facilement. Il faudrait vraiment un régime autoritaire pour vous empêcher de commercer avec de l'or. En revanche, pour les monnaies classiques, les monnaies fiat, vous n'êtes pas du tout libre de faire ce que vous voulez.
Essayez de faire un virement ne serait-ce que de 5 000 € vers un exchange crypto, eh ben, il y a toutes les lumières rouges qui vont s'allumer chez votre banquier, qui vont bloquer votre virement et qui vont demander pourquoi, qu'est-ce que vous faites, etc. Il y a même certaines banques qui refusent systématiquement des virements vers les plateformes crypto. Et oui, ça existe encore en 2025. Et enfin, la décentralisation, vous voyez, le Bitcoin est complètement décentralisé. Alors décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. L'or, c'est vrai qu'il vaut mieux quand il y a de grosses quantités passées par un intermédiaire, mais s'il s'agit de faibles quantités, vous pouvez le faire vous-même. En revanche, pour la monnaie fiat, eh ben, vous devez toujours passer par un intermédiaire. Donc si l'or a une faiblesse, c'est que la plupart des investisseurs ne possèdent pas d'or physique, mais des ETF, qui dépendent des gouvernements et des banques. Si le système s'effondre, bah t'as plus rien. Avec Bitcoin, si tu contrôles tes clés privées, tes fonds sont à toi, point final. Aujourd'hui, Bitcoin vaut 2 trillions de dollars, contre 17,6 trillions pour l'or. Si Bitcoin atteint ne serait-ce que la valeur de l'or, ça représente un potentiel de quasiment x9, soit presque 1 million par Bitcoin. À l'échelle mondiale, il y a 900 trillions d'actifs. Bitcoin représente seulement 2% de cette richesse. S'il captait 10% du commerce mondial, son prix pourrait atteindre 2,9 millions par coin, avec un market cap de 61 trillions. D'ici 2045, avec l'inflation, les actifs mondiaux vaudront 4000 trillions. Si Bitcoin prend 7% de ce marché, sa market cap pourrait atteindre 280 trillions, soit un prix de 13 millions par coin. Avec 5 000 $ investis aujourd'hui, ça pourrait valoir 665 000 $ dans ce scénario. Certains modèles plus optimistes prévoient 52 millions de dollars par Bitcoin d'ici 2050 si Bitcoin capte 20% du commerce mondial. Évidemment, je dis pas que c'est garanti, mais jamais dans l'histoire, une technologie n'a offert un potentiel aussi ouvert, avec un accès aussi facile pour tout le monde. La blockchain permet à n'importe qui, même dans un pays corrompu, de stocker sa richesse sur un registre global. C'est une révolution monétaire comme on n'en a pas vu depuis des siècles. L'autre avantage de la blockchain, c'est le potentiel de la DeFi, la finance décentralisée. DeFi, c'est de l'argent programmable. Pour valider des transactions sur une blockchain comme Ethereum ou Solana, il faut souvent posséder les tokens natifs. Ces tokens servent à tout. Prêter, emprunter, gérer des actifs, tokeniser des biens, comme l'immobilier ou l'assurance. BlackRock, un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde, s'y met déjà à fond. Le système financier actuel repose sur une infrastructure vieille de plusieurs décennies. La blockchain va tout accélérer. Transactions instantanées, moins de paperasse, registres immuables. Prends Ethereum par exemple, il traite 500 millions de transactions par an. Visa, c'est 266 milliards par an. Si Ethereum captait 20% du volume de Visa, son prix pourrait quadrupler juste avec l'augmentation des transactions. Et ce n'est qu'une blockchain parmi d'autres. Dans le dernier bull run, 1 trillion de dollars s'est déversé dans les projets autres que Bitcoin et Ethereum. Les petits projets bien choisis ont un potentiel de croissance énorme si tu times correctement les cycles. Tout le secteur DeFi pourrait exploser à mesure que les gouvernements et les entreprises adoptent la blockchain. Donc comme tu le vois, la DeFi fournit de différents services, les stablecoins, de l'épargne, un système de prêt et d'emprunt, une tokenisation des actifs. Elle permet également aux échanges décentralisés de fonctionner, mais également il y a un système d'assurance et de gestion des actifs. Et alors enfin, je vais te faire un petit comparatif entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Dans la finance traditionnelle, quand on a envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un, on doit passer par notre propre banque. On fait la demande à notre banque. La banque va enregistrer la demande de paiement, elle va passer par une société de paiement telle que Visa ou Mastercard, Swift ou SEPA pour les virements bancaires, et elle va envoyer à la banque du receveur pour que le receveur reçoive effectivement l'argent. Cet argent est contrôlé par les banques, par le système de paiement. A l'inverse, en finance décentralisée, on a l'émetteur qui envoie la demande directement sur le système décentralisé, et donc les fonds partent de son adresse à l'adresse du receveur, directement. Il n'y a aucun intermédiaire. Personne ne contrôle votre argent si ce n'est que vous. Ça part d'une adresse, ça arrive sur l'autre adresse. Personne ne peut le contrôler et personne ne peut l'empêcher. Alors j'espère qu'avec tous ces arguments, je vous ai convaincu. Mais attention, investir dans les crypto-monnaies peut être une aventure excitante, mais c'est aussi un domaine où les erreurs peuvent coûter cher, surtout pour un débutant. Pour naviguer dans cet univers volatile et parfois imprévisible, il est essentiel de s'appuyer sur des principes solides. Voici mes règles d'or, des conseils incontournables, forgés par l'expérience, qui vous aideront à investir de manière réfléchie, à minimiser les risques et à poser les bases d'une stratégie durable. Suivez-les avec discipline et vous serez mieux armé pour saisir les opportunités tout en évitant les pièges. Alors règle numéro 1, investir seulement ce que l'on est prêt à perdre. Le marché des crypto-monnaies est ultra volatile. Un jour, votre investissement peut doubler et le lendemain, il peut s'effondrer brutalement. Par exemple, il n'est pas rare de voir une crypto perdre 50% de sa valeur en quelques heures lors d'un crack, comme cela arrive parfois avec des annonces inattendues ou des mouvements de panique. Si vous investissez de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, pour payer votre loyer, vos factures ou vos courses, une telle chute pourrait ruiner votre quotidien. C'est pourquoi vous devez absolument limiter votre investissement à une somme que vous êtes prêt à perdre, sans que cela ne bouleverse votre vie. Imaginez que cet argent soit un budget pour un loisir, comme un voyage ou une sortie. Si vous le perdez, vous serez déçu, mais pas en danger financier. Un bon conseil pour appliquer cette règle, avant d'investir, prenez une semaine pour réfléchir à ce moment de vacances ou de loisirs que vous avez envisagé. Si l'idée de le perdre vous stresse, c'est que le montant est trop élevé. Règle numéro 2, diversifier. Mettre tout votre argent dans une seule crypto-monnaie, même si elle semble prometteuse, est une erreur classique des débutants. Prenons l'exemple d'une crypto qui explose grâce à un battage médiatique. Vous pourriez être tenté de tout investir dans ce projet miracle. Mais si ce projet s'effondre, à cause d'une faille technique, d'une arnaque
ou d'un changement de réglementation. Vous risquez de tout perdre. La diversification, c'est comme répartir vos œufs dans plusieurs paniers. Si l'un tombe, les autres restent intacts. Par exemple, vous pourriez investir 50% de votre budget dans des cryptos établis comme le Bitcoin et l'Ethereum, 30% dans des projets à moyenne capitalisation comme Solana, et 20% dans des projets plus risqués mais prometteurs. Cette répartition limite l'impact d'une chute sur l'ensemble de votre portefeuille. Mon conseil, commencez par 3 à 5 cryptos différentes et assurez-vous de bien comprendre les projets avant d'investir. Règle numéro 3, la patience. Ne pas céder au FOMO ni à la panique. Le marché des cryptos est un véritable ascenseur émotionnel. Quand une crypto grimpe rapidement, la peur de rater une occasion, le FOMO, pour Fear of Missing Out, peut vous pousser à acheter au pire moment, juste avant une chute. A l'inverse, quand le marché s'effondre, la panique peut vous inciter à vendre à perte alors que le prix pourrait rebondir plus tard. Ces réactions émotionnelles sont les pires ennemis de l'investisseur. La patience, c'est la clé pour rester rationnel et prendre des décisions basées sur la logique, pas sur l'émotion. Par exemple, en 2021, beaucoup ont acheté du Bitcoin à son sommet de 60 000 $ par FOMO, pour le voir ensuite chuter à presque 16 000 $ peu après. Ceux qui ont paniqué et vendu ont perdu gros, alors que les patients ont vu le prix remonter par la suite. Mon conseil pour cultiver la patience, fixez-vous des objectifs clairs avant d'investir, par exemple, je veux tenir cette position 6 mois, ou je veux atteindre tel coefficient multiplicateur, en restant raisonnable évidemment, et déconnectez-vous des réseaux sociaux pendant les périodes de forte volatilité pour éviter les réactions impulsives. Règle numéro 4, ne pas s'improviser trader. Beaucoup de débutants pensent que trader, acheter et vendre fréquemment pour profiter des variations de prix, est une manière facile de faire des profits. Ils se disent, oui, il suffit d'acheter bas et de vendre haut, non? Mais dans la réalité, le trading est bien plus compliqué que cela. Cela demande des mois, voire des années pour maîtriser les graphiques, les indicateurs techniques et les stratégies. Et je vous parle même pas de la psychologie. Si vous vous lancez sans expérience, vous risquez de perdre gros, surtout face à des traders aguerris ou des algorithmes automatisés. Par exemple, un débutant pourrait acheter une crypto qui monte, pensant qu'elle va continuer de monter, mais sans repérer un signal de retournement. Il pourrait la vendre à perte après une chute soudaine. Si vous débutez, concentrez-vous sur des investissements à long terme plutôt que du trading actif. Mon conseil, si le trading vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Je parle tous les jours de trading et je prépare des tutos gratuits qui vont sortir prochainement. Conseil numéro 5, commencez petit. Quand on débute dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup à apprendre. Comment utiliser un exchange, créer un portefeuille, gérer des clés privées ou encore transférer des fonds. Si vous investissez une grosse somme dès le départ, une simple erreur, comme envoyer des fonds sur la mauvaise blockchain, pourrait vous coûter cher. Commencer avec des petites sommes vous permet de vous familiariser avec ces outils et avec les processus sans stress. Par exemple, investissez 50 € pour tester l'achat de Bitcoin sur un exchange comme Kraken, puis transférez-les vers un portefeuille comme MetaMask, juste pour tester. Si vous faites une erreur, par exemple que vous oubliez de sauvegarder votre phrase de récupération, la perte sera minime, mais la leçon précieuse. Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez augmenter progressivement vos investissements. Mon conseil, fixez-vous un budget d'apprentissage de 50 à 100 € pour vos premiers pas et prenez le temps de comprendre chaque étape avant d'aller plus loin. 6e et dernier conseil, il faut rester informé. Le monde des crypto-monnaies évolue à une vitesse folle. De nouvelles lois, des projets qui décollent, des piratages ou des scandales peuvent tout changer du jour au lendemain. Si vous n'êtes pas au courant de ces événements, vous risquez de prendre des décisions mal informées. Par exemple, une nouvelle régulation dans un pays comme les États-Unis peut faire chuter le marché entier, ou un hack sur une plateforme populaire peut affecter la valeur d'une crypto que vous détenez. Rester informé, c'est comprendre ce qui influence vos investissements et ajuster votre stratégie en conséquence. Suivez des sources fiables comme Cointelegraph pour les actualités, ou à ma chaîne, puisque je donne quasiment tous les jours l'essentiel des actualités crypto. Mon conseil, prenez 10 minutes par jour pour lire les actualités crypto et notez les événements majeurs dans un carnet pour mieux suivre leur impact sur vos investissements. En conclusion, ces 6 règles d'or sont votre boussole pour débuter dans les crypto-monnaies sans vous perdre. Elles vous protègent des erreurs classiques, comme investir trop d'argent, céder à l'émotion ou vous lancer dans le trading sans préparation. En les appliquant avec sérieux, vous poserez des bases solides pour investir intelligemment et saisir les opportunités de ce marché. Maintenant que vous avez ces principes en tête, je vais vous parler de la stratégie de DCA. Puisqu'effectivement, maintenant que vous avez les règles d'or pour investir prudemment, vous vous demandez peut-être comment puis-je me lancer concrètement sans stress ni prise de tête. C'est là qu'intervient une stratégie idéale pour les débutants, le DCA ou Dollar Cost Averaging, une moyenne d'achat en français. Cette méthode est simple, efficace et accessible à tous, même si vous n'y connaissez rien en trading ou en analyse de marché. Elle vous permet de commencer à investir dans les crypto-monnaies sans craindre les montagnes russes émotionnelles de ce marché volatile. Découvrons ensemble de quoi il s'agit, pourquoi c'est une approche gagnante et comment elle peut vous donner confiance pour vous lancer dès aujourd'hui. Alors le DCA c'est quoi? Le DCA ou Dollar Cost Averaging consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers. Peu importe le prix de la crypto-monnaie, par exemple, vous décidez d'investir 100 € par mois dans le Bitcoin, que son prix soit en hausse ou en baisse. Un mois vous achetez à 60 000 €, le mois suivant à 50 000 € et ainsi de suite. Bon, il était beau le temps où le Bitcoin était à 50 000 €. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Et l'idée, c'est de ne pas essayer de timer le marché, c'est-à-dire de deviner le meilleur moment pour acheter, mais de répartir vos achats dans le temps. Cette régularité vous permet d'acheter à différents prix et de lisser les variations, ce qui est particulièrement adapté à un marché aussi fluctuant que celui des crypto-monnaies. C'est une stratégie à long terme qui demande peu d'efforts et qui réduit le stress lié aux décisions d'achat. Alors pourquoi c'est une méthode géniale? Le principal avantage du DCA, c'est qu'il vous protège contre une erreur fréquente des débutants, acheter au pire moment, c'est-à-dire au sommet juste avant une chute. En investissant régulièrement, vous achetez à des prix variés, ce qui réduit l'impact des fluctuations,
De plus, cette approche est parfaite pour les débutants car elle ne demande pas de compétences avancées en analyse de marché, juste de la régularité et de la discipline. En plus de ça, vous êtes gagnant dans tous les cas. Le DCA a un autre atout majeur. Il vous met dans une position où vous êtes toujours satisfait, que le marché monte ou qu'il descende. Si vous venez d'acheter et que le prix monte, vous êtes content car vous avez déjà un pied dans le marché et votre actif est en train de prendre de la valeur. Cela évite la frustration du FOMO, la peur de rater une opportunité. D'un autre côté, si vous venez d'acheter et que le prix descend, vous êtes aussi content car vous pourrez acheter davantage de crypto à un prix plus bas lors de votre prochain investissement. Cela vous protège de l'envie de vendre en panic sell, une erreur qui fait perdre beaucoup d'argent aux débutants. Et du coup, ça moyenne votre prix d'entrée à la baisse. Avec le temps, cette stratégie vous permet d'accumuler des cryptos à un coût moyen raisonnable, tout en restant serein face aux aléas du marché. Là, vous voyez, si vous avez acheté tout au long de l'évolution de cette courbe, vous pouvez acheter tout au bottom, ensuite au top, après encore au bottom, au top, au bottom, vous achetez un peu partout et finalement votre prix d'achat moyen, il sera au milieu. Et psychologiquement, vous n'aurez pas subi tous ces effets de FOMO et de panic sell qui peuvent triturer l'esprit d'un nouvel investisseur. Mais alors Jay, c'est bien beau, tu nous montres des stratégies, tu nous expliques que c'est super, mais comment on fait concrètement? Eh bien c'est là qu'on perd beaucoup de personnes. C'est au moment de passer à l'acte. Ils se demandent sur quelle plateforme acheter, comment faire pour y rapatrier des fonds, où est-ce que c'est le moins risqué, que je paierai le moins de frais, puis comment ça marche? Je vous ai créé une petite mind map, histoire de vous montrer comment personnellement je déplace de l'argent dans l'écosystème crypto. Et ça vous aidera, j'en suis sûr, à y voir plus clair si vous êtes débutant, ou ça vous donnera des idées si vous êtes déjà initié. Alors déjà, pour commencer, pour passer de l'euro à la crypto, j'utilise une plateforme d'échange, un exchange. Principalement, j'utilise Kraken. Vous pouvez aussi utiliser Binance, c'est le numéro 1. Moi, j'ai toujours utilisé Kraken depuis maintenant 8 ans. J'ai jamais eu de problème avec eux. J'aime bien leur interface. Elle est super simple. Une fois que j'ai rapatrié mes euros sur Kraken ou sur Binance, à ce moment-là, en fait, je peux directement acheter de la crypto-monnaie avec ces euros. Et alors là, je les répartis en 3 différentes activités. Tout d'abord, le long terme. C'est par là que j'ai commencé. Acheter de la crypto pour la garder à très long terme. Cette crypto-là, une fois que je l'ai achetée sur Kraken, je la transfère sur mon Ledger. Ledger, vous savez, c'est une sorte de petite clé USB. Beaucoup pensent qu'en fait, les crypto-monnaies sont stockées sur cette clé. En réalité, c'est pas exactement ça. C'est une clé qui sert de multipass. C'est une clé qui va vous créer votre propre adresse sur la blockchain et qui va encrypter l'accès. Et seul le détenteur de cette Ledger pourra accéder à cette adresse. Donc, c'est une adresse qui vous est propre, que vous contrôlez entièrement. Et moi, je préfère que l'argent reste sur mon adresse, puisque si je la laissais sur l'exchange, elle reste sur mon compte sur l'exchange, d'accord, mais sur une adresse sur la blockchain qui appartient à l'exchange. Donc en réalité, la crypto est sur une adresse qui appartient à l'exchange, donc elle ne m'appartient pas. Si demain l'exchange se fait hacker, ou qu'il fait tout simplement faillite, regardez, on a bien eu FTX en 2022, c'était devenu un mastodonte dans les exchanges des crypto-monnaies. Et pourtant, il a fait faillite. Bon, le patron avait pas mal déconné, faut l'avouer. Mais il y a des gens qui ont attendu 3-4 ans pour récupérer leurs fonds. Et en plus, pas en totalité. Non, moi, pour le long terme, je préfère tout rapatrier sur une adresse qui m'est propre et qui est encryptée et gérée, contrôlée, sécurisée par ma clé Ledger. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai un petit lien en description, vous n'aurez qu'à le cliquer dessus et vous arriverez directement sur leur site, vous comprendrez tout. Ensuite, il y a aussi le court terme, les cryptos que je prévois de revendre dans les prochaines semaines ou au cours de ce cycle. Ça va être en réalité toutes les cryptos qui ne sont pas Bitcoin, Ethereum et Solana. Et pour le court terme, moi j'utilise Mexi. Pourquoi Mexi? D'abord parce qu'il liste des tokens exotiques qu'on trouve pas forcément sur Binance et sur Kraken. Pour les amateurs de memecoin, effectivement, c'est là qu'il faut aller. C'est parfait pour diversifier, allez, 5% de votre portefeuille. Mais surtout, Mexi, il ne demande pas de KYC, donc pas besoin de partager vos informations personnelles. C'est un gros plus pour la confidentialité. Mais c'est pas tout. Je préfère également trader sur Mexi, parce que sur Mexi, les frais sont moitié moins chers que sur les autres exchanges. Et pour ceux qui n'ont pas tradé, je peux vous dire que quand vous placez 4, 5, 6 trades par jour, eh ben la différence, elle se sent sur vos profits. Parce que plus vous tradez, plus vous payez des frais. Évidemment, ça grignote vos profits. De toute façon, je vous le proposerai pas si je l'utilisais pas moi-même. Moi, ça fait 1 an que j'utilise et j'en suis super satisfait, que ce soit leur interface, leurs options, et que ce soit pour le spot ou le futur. D'ailleurs, parlons-en des produits futurs, les produits dérivés. Je sais pas si vous savez, mais ils sont interdits en France. Normalement, on ne peut pas trader de futurs en France. Binance ne propose pas de produits futurs quand on a un KYC français. Bybit, qui est l'un des meilleurs exchanges pour les trading futurs, est carrément banni en France. Mais Mexi, eux, vu qu'ils ne demandent pas de KYC, du coup, on peut trader les futurs dessus. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les produits futurs ou les produits dérivés, c'est le trading avec levier sur un actif. On ne détient pas l'actif, donc on ne détient pas le token. Par exemple, si je veux parier sur le Bitcoin, si je veux parier à la hausse du Bitcoin, je vais théoriquement acheter du Bitcoin, mais en réalité, c'est un pari à la hausse. Je passe un contrat avec l'exchange, je ne détiens pas du Bitcoin. Ça me permet aussi de parier à la baisse. Si je sens que le prix va se retourner, je peux également faire de l'argent en pariant sur la baisse du Bitcoin. On appelle ça une vente. Vente à découvert si on utilise du levier. Mais bon, encore une fois, je rentrerai dans le détail dans une autre vidéo. Là, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de vous perdre. Et alors, en indice de confiance, Mexi, vous voyez, ils ont 9 sur 10, ils sont 12e, ce qui est vraiment super raisonnable. Et après, quand on regarde en termes de volume, pour voir si effectivement il y a des gens qui traitent dessus ou pas, on va classer sur les volumes journaliers, donc 24 heures. Et là, Mexi monte d'un coup 4e.
Devant, il y a juste Binance, Bybit, Gate.io et Mexi 4e. Sachant qu'on vient de le dire, Binance, il n'y a pas de produit futur en France, Bybit est banni en France, Gate.io, je crois que vous pouvez trader dessus, mais il me semble qu'il faut un KYC. Le KYC, c'est le Know Your Customer. C'est là que vous rentrez toutes vos informations personnelles, votre pièce d'identité, votre justificatif de domicile, etc. Et alors, puisque ça fait 1 an que je trade dessus, que j'en ai été super satisfait, ils sont tombés récemment sur ma chaîne et ils m'ont proposé un partenariat. Je suis totalement transparent avec vous. Je suis maintenant affilié Mexi. Si je vous le propose, c'est parce que moi-même, je l'utilise. J'ai déjà été contacté par le passé, d'autres exchanges promus par des gros influenceurs dont je tairai le nom, et j'ai toujours refusé de vous les proposer parce que je ne les connaissais tout simplement pas. Ce n'étaient pas des exchanges que j'utilisais. Moi, si je propose un exchange à ma communauté, c'est parce que moi-même je l'utilise et que j'en suis satisfait. Et alors du coup, si vous cliquez sur mon lien affilié que j'aurais mis en description, vous arriverez directement sur cette page. En vous inscrivant sur Mexi avec mon lien, pas besoin de trader, déposer des fonds ou quoi que ce soit. Vous vous inscrivez sur Mexi avec mon lien, vous avez directement 5 $. Cadeau. Et alors évidemment, si derrière vous déposez 100 $, qu'en plus vous tradez pour un volume de 100 $ également, bah vous pourrez gagner jusqu'à 8000 $, 8020 $ en tant que filleul de la chaîne. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, Mexi, c'est un must grâce à ses tokens uniques et à ses frais ridicules. C'est un exchange fiable et abordable. Vous avez le lien dans la description pour tester par vous-même. Mais si vous n'utilisez pas Mexi, dites-moi en commentaire quel exchange vous utilisez, ça m'intéresse vraiment. Et alors, pour naviguer d'un écosystème à l'autre, on va dire par exemple qu'on veut commencer sur Kraken. Sur Kraken, on a une adresse par exemple pour le Bitcoin, on a une adresse pour l'Ethereum, on a une adresse pour le Solana, on a une adresse pour chaque crypto. Pareil sur notre Ledger, pareil sur Mexi. Et donc quand je veux envoyer de l'USDT ou du USDC sur Mexi, eh ben je dis à Kraken, bah voilà, je veux retirer de l'USDT ou de l'USDC. Il va me dire OK, à quelle adresse? Je vais aller sur Mexi, je dis bah voilà, je veux recevoir de l'USDT ou de l'USDC. Il va me dire bah OK, voilà l'adresse qu'il faut donner. Donc je copie-colle l'adresse de Mexi, je la donne à Kraken. Kraken, je valide le virement. Hop, les sous sont envoyés de l'adresse USDT Kraken vers l'adresse USDC Mexi. Ça prend environ quelques secondes et c'est quasiment sans frais. C'est pareil dans le sens inverse et c'est pareil avec Ledger. Il suffit juste de dire bah à Ledger, je veux retirer des fonds, je veux retirer par exemple du Bitcoin. Il va me dire OK, très bien, vers quelle adresse? Je vais aller à Kraken, je vais voir Kraken, je leur dis bah, je veux recevoir du Bitcoin. Il va dire OK, très bien, voici l'adresse qu'il faut renseigner. L'adresse, je la copie-colle, je la mets dans mon Ledger, je valide, Ledger envoie les fonds sur Kraken. Une fois que j'ai les Bitcoins sur Kraken, là, à ce moment-là, je peux repasser en euros ou en dollars, ça dépend de votre monnaie. Et une fois que vous avez vos euros, il vous suffit de refaire un virement vers votre compte bancaire. Aussi simple que ça. Alors, je vais quand même vous montrer rapidement comment on fait sur Kraken. Là, c'est l'interface débutant. Quand on clique ici en haut à droite, je vous montre la première version. Il y a aussi la version Pro et la version classique. J'utilise personnellement la version Pro. Et pour débuter, il vaut mieux commencer avec la version Kraken débutant, on va dire. Vous arrivez directement sur cette interface. Et là, c'est très simple. Vous pouvez cliquer directement sur Acheter. Vous ajoutez une méthode de paiement. Soit vous rajoutez votre carte bancaire. C'est très simple. Ou bien, vous pouvez cliquer sur Dépôt en monnaie fiduciaire. Vous choisissez l'euro. Vous choisissez virement bancaire manuel. Et là, vous avez directement le RIB sur lequel il faut envoyer les fonds. Alors, attention. Il faut que le compte bancaire qui alimente votre compte Kraken soit exactement au même nom que votre compte Kraken pour qu'il puisse effectivement reconnaître le virement. Une fois que les fonds seront disponibles, c'est facile. Vous aurez une autre interface, ça ressemblera plutôt à ça, à convertir. Vous pourrez passer de l'euro, alors là c'est du Solana, mais vous pourrez passer de l'euro, de l'USDC, directement à la crypto-monnaie de votre choix et dire à combien vous voulez en acheter. 25% de votre capital, 50%, 75% maximum, ou vous pourrez mettre le montant manuel directement. Alors soit vous pouvez passer un ordre immédiat au marché, mais vous pouvez aussi choisir de le convertir à intervalles réguliers, en DCA, ce que je vous ai expliqué. Et là, justement, en cliquant sur récurrent, vous pourrez personnaliser votre achat en fonction de vos revenus directement sur Kraken. Et enfin, il y a l'ordre personnalisé, c'est dire par exemple, aujourd'hui le Bitcoin est un petit peu trop cher, il a 104 000 $, ou peut-être 102 000 $, aujourd'hui, je sais plus. Moi, j'aimerais bien l'acheter s'il descend à 92 000 $. Ben là, vous pourrez créer un ordre personnalisé et dire, bah, si le Bitcoin descend à telle valeur, je voudrais en acheter tant. Vous validez et votre ordre sera placé. Il achètera qu'à ce moment-là. Et à l'inverse, je peux soit vendre maintenant au marché, il y a plus de frais, attention, soit mettre un ordre personnalisé et dire, ben voilà, quand le Solana atteindra tel prix, j'aimerais en vendre 25%, par exemple. Là, il est à 170 $, moi je dis, bah, s'il atteint 200 $, bah, j'aimerais en vendre X montant. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour envoyer et recevoir de la crypto depuis Kraken, bah pour l'envoyer par exemple sur votre Ledger ou sur Mexi, bah il suffit de cliquer sur retrait. Là, vous avez un petit message d'avertissement. Attention, Kraken ne peut pas récupérer les fonds une fois qu'ils sont envoyés. Assurez-vous de connaître et de faire confiance à l'adresse à laquelle vous envoyez. Vous cliquez sur OK. Vous dites, bah voilà, je vais envoyer telle crypto-monnaie, par exemple le Bitcoin. Vous choisissez le réseau. Il faut faire attention parce que pareil, bah selon là où vous envoyez, il faut choisir la bonne blockchain. Vous voyez, rien que sur Bitcoin, il y a plusieurs blockchains différentes.
Si vous voulez envoyer de l'USDT ou du USDC, l'USDT, je crois que c'est plus possible maintenant pour les résidents français. Et pareil, il faudra choisir parmi toute une flopée de blockchains. Et il ne faudra pas se tromper. Vous voyez, on peut envoyer de l'USDT sur la blockchain Ethereum, sur Flare, sur Inc, sur Unichain, Optimism, Polygon, Solana, etc. Vous sélectionnez, par exemple, sur Ethereum, vous ajoutez l'adresse, vous la copie-collerez depuis Mexi, ou depuis Ledger, ou depuis BitGet, ou depuis n'importe qui. Vous la rentrerez ici, vous validez, et ça envoie directement. C'est aussi simple que ça. Et pour recevoir des fonds, c'est l'inverse. Au lieu de cliquer sur retirer, on clique sur déposer, vous dites la crypto-monnaie que vous souhaitez recevoir, vous la sélectionnez, vous choisissez le réseau, vous validez, ça va vous donner l'adresse, vous la copiez-collez, vous la mettez en destinataire depuis l'autre exchange ou depuis votre ledger, vous validez depuis votre autre exchange et ça arrivera ensuite sur Kraken. Une fois que ce sera sur Kraken, il vous suffira de cliquer sur vendre la crypto-monnaie pour 2 € par exemple et ensuite de faire un retrait vers votre compte bancaire. Quand virement, c'est pas. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et alors maintenant que vous savez comment interagir avec l'écosystème crypto-monnaie, que vous savez acheter vos premiers bitcoins, je vais vous parler des outils que j'utilise moi au quotidien. Pour le suivi et le tracking de mon portefeuille, j'utilise l'application qui s'appelle Coinstat. Je vous ai mis l'adresse qui est juste en dessous. Alors Coinstat, ça ressemble à ça. Évidemment, c'est un portefeuille de démo. C'est pour vous montrer en fait comment l'utiliser et comment suivre l'évolution de votre portefeuille. Là par exemple, j'ai rentré une transaction de 0,1 bitcoin, acheté à peu près à 49 000 $. Et donc sur cet investissement, j'ai en théorie réalisé un profit de 5 354 $, soit une hausse de 109%. À l'inverse, j'ai hypothétiquement acheté 3 Ethereum à 3 800 $. Et ben là pour l'instant, je suis perdant, puisqu'il ne vaut que 2 553 $. Et donc je suis en perte de 3 752 $, soit une perte de 32%. Vous voyez, ça me permet de suivre. On a le changement sur 24 heures, on a le prix de l'actif, le total de ce qu'on détient en dollars, le prix d'achat moyen et la perte ou le profit latent. C'est pas tout, puisqu'on peut voir également un petit graphique avec l'évolution tout au fil du temps. Là, c'était sur 6 mois, mais on peut le mettre en overall et ça nous permet d'avoir une vue un peu plus synthétique de notre portefeuille. On peut également cliquer sur voir plus de graphiques. Là, vous voyez que Bitcoin et Ethereum représentent à eux deux 70% du portefeuille. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en fait, c'est pas pour rien en fait que j'ai mis ces montants-là, c'est pour que Bitcoin, Ethereum et Solana représentent 80-90% du portefeuille. En ce qui me concerne, je n'alloue pas plus de 15 à 20% de mon portefeuille pour les altcoins. J'ai un profil assez safe. Après, chacun a son appétence au risque. Moi, je fonctionne comme ça depuis des années. Ça m'a permis d'évoluer sereinement dans l'écosystème. Maintenant, le deuxième outil que j'utilise cette fois-ci pour mes recherches, il s'appelle CoinMarketCap. CoinMarketCap, il répertorie toutes les cryptos qui existent, ou quasi toutes en tout cas, qui existent dans le monde. Ça vous permet de suivre leur cours, mais également d'en connaître un peu plus sur chacune des cryptos. Effectivement, si par exemple vous cliquez sur un actif, vous pouvez voir son market cap total, mais également sa supply maximum, sa circulating supply. C'est-à-dire que là, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a que seulement un tiers des SUI qui ont été créés. Ça veut dire que pour arriver jusqu'à 10 milliards de SUI, la valeur du token peut être encore diluée par 3. C'est pas tout, parce que là, on ne sait pas à quoi servent les 6,66 SUI qui restent, enfin 6,66 milliards de SUI qui restent. Je trouve qu'ils sont juste bloqués, je sais pas, peut-être qu'ils servent pour la gouvernance. Pour le savoir, c'est pas compliqué, vous avez directement un lien vers leur site et surtout vers leur white paper. White paper, c'est le journal de départ, de bord, toutes les cryptos qui vont définir sa tokenomics. Donc, qui va définir sa ligne de route, à la fois de comment elle marche et comment elle va marcher et ses futures évolutions qui sont prévues sur sa blockchain. Ce qui est bien également, c'est que vous pouvez voir ici sur quel exchange vous pouvez trader le SUI, ou est-ce que vous pouvez en acheter. Vous voyez que vous pouvez aller sur Binance, sur Cetu, sur Bybit, Coinbase, BitGet, Mexi, Get.io. Bon, il y a 47 pages. SUI, c'est une grosse crypto. Généralement, c'est listé sur quasiment tous les exchanges. Mais si vous êtes plutôt aventureux et que vous avez envie d'acheter un small cap, on appelle ça, c'est-à-dire une crypto qui n'a pas une grosse capitalisation pour espérer faire des multiples plus élevés. Attention, je vous le déconseille, sauf si vous faites bien vos recherches. Et là, vous aurez peut-être envie d'aller sur des pages un peu plus loin. Là, sur la première page, on voit les 100 premières cryptos, mais on peut aller dans les 600 premiers. Vous voyez, dans les 600 premiers, déjà, on tombe sur des tokens un peu exotiques. Là, je prends par exemple au pif StormX, je connais pas du tout. Là, vous voyez, ça vous permet de vous faire une première idée. Vous pouvez aller voir le white paper, vous pouvez voir sur quoi elle est listée. On voit qu'elle est listée sur Binance US, mais elle n'est pas listée sur Binance en global. On voit qu'elle n'est pas sur Bybit non plus. Vous voyez? Après, si vous avez envie d'essayer, essayez. Il faudra créer un compte sur Upbit, Poloniex, Gate.io, je sais pas. Mais si les chiffres vous plaisent, si le white paper vous plaît, et que vous êtes plutôt joueur, c'est grâce à cet outil que vous pouvez en savoir plus sur un token. Le deuxième outil que j'utilise pour mes recherches, c'est CoinGlass. CoinGlass, il me sert pour plusieurs usages. Alors, premièrement, CoinGlass, il me sert à suivre les flows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Vous voyez? Ici, on a le petit graphique. En vert, c'est quand il y a des inflows. En rouge, c'est quand il y a des outflows. Et donc, on voit par exemple qu'hier, si on regarde en dollars, on a 319 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. Et
c'est réparti par ETF. GBTC, IBIT de BlackRock, FPTC, RKB, etc. Je m'en sers également pour ma liquidation heatmap. Pour le trading, c'est super efficace. Mais je m'en sers également, j'aime bien regarder ça de temps en temps, c'est pas souvent, hein, puisque sur CoinGlass, ils ont répertorié 30 indicateurs différents de top de marché. C'est-à-dire qu'historiquement, on a répertorié 30 indicateurs qui arrivaient plus ou moins bien à timer le top d'un marché. Sur les 30, il y en a aujourd'hui aucun, je dis bien aucun, qui a signalé un top de marché. Pour l'instant, on est encore hyper large. Moi, j'aime bien regarder le P-Cycle Indicator. Le P-Cycle Indicator, c'est pas compliqué. Quand la courbe rouge rejoint la courbe verte, c'est qu'on est un top de marché. Vous voyez, c'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Et là, on n'y est pas encore. Mais alors, c'est pas tout. Sur CoinGlass, on peut également voir les funding rates, l'open interest, tout un tas de data qui peuvent vous servir soit dans le trading, soit dans votre investissement quotidien. Bon, après, si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, tout ce que je vous montre là, ça devrait pas trop vous être étranger. Et enfin, pour me tenir au courant, pour les news que je vous fais, dans chaque vidéo, j'utilise Cointelegraph. Cointelegraph, c'est un site américain qui répertorie toutes les news de l'écosystème crypto. Alors évidemment, je vous les sélectionne par importance et par intérêt. Également, je vous les traduis pour que vous puissiez y comprendre quelque chose si vous n'êtes pas anglophone. Mais je crois que vous pouvez effectivement avoir une version en français également. Sauf qu'il me semble que les news sont pas complètement à jour. Pour suivre vos news, vous avez plusieurs choix. Soit vous regardez quotidiennement la chaîne, soit vous allez directement sur Cointelegraph. Et enfin, pour l'analyse technique, j'utilise TradingView. C'est le meilleur logiciel pour l'analyse de charts et pour le trading qui puisse exister. Vous voyez, vous avez des milliers d'indicateurs que vous pouvez rajouter. Vous avez tout un tas d'outils. Vous voyez, moi je trace mes trendlines, mes zones importantes, mes niveaux importants. Mais également, vous pouvez afficher des moyennes mobiles. Moi, j'utilise également un indicateur pour les sessions, puisque ça bouge beaucoup pendant les sessions américaines. Vous pouvez placer vos trades directement pour pouvoir calculer justement votre risque et votre risk management. Vous pouvez utiliser l'outil de Fibonacci pour avoir les différents niveaux de potentiel retournement ou de résistance. Ça vous aide notamment à définir vos entrées. Vous pouvez dessiner, vous pouvez créer des patterns harmoniques. Il y a plein d'outils que je n'utilise pas, mais il y a énormément d'outils. C'est avec ça que vous faites les canaux haussiers, les canaux baissiers. Vous voyez tout ce que vous avez. Bon, je vous montre pas tout maintenant. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous apprendrai un peu plus en détail le trading. Et alors, maintenant que vous avez tous ces outils, je vais vous dire, c'est bien, Jay, mais comment on gagne de l'argent en crypto? Eh ben, il y a plusieurs moyens d'en gagner, je vais vous montrer tout de suite. Le premier moyen, le plus simple, c'est de parier sur la crypto à long terme. Vous achetez des crypto-monnaies, je vous ai mis les principales, Bitcoin, Ethereum, Solana, et vous les conservez tranquillement, bien au chaud dans votre bague, et vous revenez dans 10 ans. Si vous êtes un peu plus pressé, et que vous êtes assez formé, vous pouvez également viser du court terme. Bêtement, c'est acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. En réalité, moi, sur mon portefeuille, j'ai à peu près 90% de long terme, 8% de court terme et 2% qui est alloué au trading. C'est pour vous donner une petite idée. Donc à court terme, c'est par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je fais sur Mexi avec mes cryptos exotiques. Je les achète quand je juge le moment opportun et je revends quand j'estime qu'effectivement j'ai fait assez de profit. Alors je vous donne une autre petite astuce. Si vous êtes complètement débutant et que vous avez quand même envie de plus ou moins bien timer vos entrées et vos sorties du marché, même si c'est quasiment impossible d'avoir systématiquement le top du top et le bottom du bottom pour acheter, personne n'arrive à faire ça, même les traders professionnels. Pour réussir à acheter au plus bas et à vendre au plus haut, il faudra avoir une boule de cristal. Mais si on veut quand même bien timer ses entrées et ses sorties, j'ai une petite astuce que je vais vous partager tout de suite. Il vous suffit de retourner sur CoinMarketCap, et là, comme vous voyez ici, vous avez l'indicateur Fear and Greed. Donc c'est l'indice de la peur et de cupidité que je vous montre tous les jours. Et alors, un cheat code pour systématiquement bien acheter et bien vendre, c'est d'acheter dans la peur et de revendre dans la cupidité. Alors là, vous venez de rater un peu le coche, sauf si vous suivez la chaîne. Mais quand par exemple le prix était dans le rouge, là, le Bitcoin était à 74 000 $. C'était le moment d'acheter. Là, par exemple, quand le Bitcoin était dans le vert, dans l'extrême cupidité, il était à plus de 100 000 $. C'était un bon moment pour vendre. Là, aujourd'hui, on est juste dans la cupidité. On n'est pas encore dans l'extrême cupidité et on se trouve à plus de 100 000 $. Il peut encore potentiellement monter. Vous voyez, moi, par exemple, je ne vais pas commencer à prendre des profits maintenant. Là, il n'y a aucune hype, on passe pas à la télé, rien. Pourtant, il a repassé les 100 000 $. Et je sais pas pourquoi, ce cycle, tout le monde s'en fout. Et donc, c'est justement pour ça que je pense que c'est toujours un bon moment d'acheter. En tout cas, c'est pas un moment de prendre des profits. Donc, si vous voulez être sûr de votre coup, si vous avez déjà du Bitcoin, attendez qu'on passe dans l'extrême cupidité, vous revendez, vous attendez qu'on revienne soit dans la peur entre 20 et 40, soit dans l'extrême peur entre 0 et 20. Et là, vous êtes sûr d'acheter à un bon moment et de revendre à un bon moment. Après, par contre, il faut être patient. Si vous êtes impatient, appliquez simplement la technique de DCA dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et alors, pour finir, il y a le trading actif. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fera l'objet d'une vidéo complète, puisque le trading actif, en fait, on ne détient pas l'actif. Ce sont les produits futurs, en réalité, les produits futurs perpétuels. On passe des contrats avec la plateforme. Par exemple, là, quand le prix du Bitcoin est monté, ben là, on pouvait parier à la baisse. Donc ça, c'est une figure de short. C'est-à-dire que si le prix descend dans le vert et traverse mon prix par le bas de cette figure-là, j'ai gagné mon trade.
Si à l'inverse, elle continue de monter et elle traverse par le haut, j'ai perdu mon trade. La zone rouge, c'est ce qu'on appelle notre risque, donc le R, un R. Et la zone verte, ce sont les profits. Donc là, on voit que dans cette zone verte, on a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la zone rouge à peu près. Et donc, sur ce trade-là, si par exemple, on risque 100 $ sur cette variation-là, ça veut dire que sur cette variation-là, on prend 400 $. Même dans ce sens-là, c'est une position longue, une position à l'achat. On parie que le Bitcoin va monter à partir d'ici. Si le Bitcoin continue de descendre, et ça a failli être le cas, s'il continue à descendre et qu'il traverse par le bas, on a perdu 100 $. Après, chacun peut mettre le risque qu'il veut. Il suffit de rentrer dans les paramètres. Et si vous avez envie de risquer 500 $ par trade, vous pouvez risquer 500 $ par trade. Il y en a même qui risquent beaucoup plus. Et en l'occurrence, si vous risquez 500 $, on voit qu'il y a quasiment 4-5 fois le risque, la variation qu'il y a là. Et si vous avez risqué 500 $ pour ce trade-là, vous gagnez 5 fois 500, c'est-à-dire 2500 $ en un seul trade. Donc les gains peuvent être exponentiels. Ça dépend de quel montant vous êtes prêt à perdre sur un trade. Mais bon, pour ça, il faut avoir les bases en analyse technique, les bases, et même plus que les bases en psychologie, parce que finalement, le plus dur, c'est pas la technique, c'est la psychologie. Ça, comme je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une vidéo complète. Et alors, tu vois, en conclusion, en combinant ces stratégies, investissement long terme, investissement court terme, le trading, tu peux faire beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Si tu tables sur 15 ans, il n'est pas déconnant d'imaginer que ton bac puisse faire du x10. Juste en long terme, en achetant et en gardant. En tout cas, c'est mon cas. Et d'ailleurs, je l'ai même pas fait en 15 ans, je l'ai fait en 6 ans. T'as pas besoin d'être un génie ou de tout miser sur un coup de chance. Il suffit de comprendre le potentiel de ce marché et surtout d'être patient. Si t'as aimé cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui veut se lancer dans la crypto. Dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!